Alors bienvenue au Café Marxiste. Aujourd'hui on démarre une série d'été avec Georges Gastaut, que je vais présenter, sur la philosophie marxiste. La philosophie en général, mais à la lumière du marxisme. Ça va se dérouler en plusieurs épisodes. On ne sait pas encore exactement combien, mais l'idée c'est d'aborder un peu tous les aspects de la philosophie, sa nécessité, son histoire, les questions ontologiques, gnoséologiques, épistémologiques. Bon, on définira un peu tous ces termes au cours des différentes séances. On va parler aussi du lien entre la philosophie et les sciences dures, comparer aussi le marxisme à d'autres courants pour voir un peu les limites des différents courants et définir ce qu'est le matérialisme dialectique. Et on parlera aussi d'anthropologie, de langage, de subjectivité humaine et pour finir des questions esthétiques, des questions de sens, des questions de valeur. Alors bonjour Georges. Bonjour à vous tous, merci au Café Marxiste de m'inviter. Tu es agrégé de philosophie et diplômé de lettres classiques. Tu es également militant pour la défense de la langue française face au tout anglais. Et tu es donc un militant communiste, longtemps au PCF, et membre fondateur du PRCF, donc le pôle de renaissance communiste en France, dont tu as été secrétaire national de 2004 à 2021. Tu as publié de nombreux ouvrages de philosophie marxiste, et notamment donc, Lumière commune, donc un traité de philosophie en 5 tomes, sur lequel on va largement s'appuyer pour cet entretien. Merci de cette présentation. Pour ce premier épisode, on va parler de la nécessité de la philosophie. Donc la philosophie est-elle nécessaire quelles sont ses origines et ses fondements. Donc voilà, je te laisse développer et puis je relancerai si besoin. Oui, alors effectivement, il faut pour présenter la philosophie se reporter à sa naissance grecque, enfin tout au moins, ici je vais parler de la philosophie occidentale, il faudrait développer séparément tout ce qui relève de la philosophie indienne par exemple ou de la philosophie chinoise. Pour ce qui concerne la philosophie occidentale, je pense qu'on peut la dater du courant dit de l'école de Millet. L'école de Millet, c'est une école de philosophes grecs. Les premiers dont l'histoire a retenu le nom, et spécialement l'un d'entre eux qui me paraît extrêmement important et peu connu malheureusement, qui est tout simplement Thalès. Thalès de Millet, Thalès l'auteur par ailleurs du fameux théorème que l'on apprend en classe. Et Thalès est à la fois l'inventeur, je dirais, de la philosophie, de la physique. L'école des Milésiens s'appelait l'école des physiciens, avec un P majuscule. Et bon, évidemment, des mathématiques dans un sens, puisque quand on parle du théorème de Thalès, on parle d'un effort tendant vers la démonstration. Pour la première fois dans l'histoire, on ne fait plus seulement des mathématiques de façon empirique, en repérant des rapports numériques entre les choses, mais en démontrant ce qu'on dit. Le propre de la science mathématique en tant que science, c'est effectivement la démonstration. Et ce qui est très intéressant avec cette école milésienne, c'est que bien qu'on soit dans une période ancienne de l'histoire, par rapport à nous bien sûr, donc on est au 6e siècle, au 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est le grand moment de l'apparition de la philosophie en quelque sorte, on se propose pour la première fois véritablement d'expliquer la nature, d'expliquer l'homme de façon purement rationnelle, purement naturelle, en contournant toute explication de type mythologique, de type religieux, de type magique. Et par exemple, Thalès s'intéresse au cycle de l'eau, montre qu'on n'a pas nécessairement besoin de recourir à des explications de type religieux pour expliquer pourquoi il pleut, par exemple, mais que c'est tout simplement les effets de la température sur, en gros, l'eau de mer, par exemple, qui va provoquer l'évaporation, qui va provoquer du même coup, dans certaines conditions, la retombée de cette eau, la pluie, etc. Bref, un cycle tout à fait matériel et naturel, si bien que Thalès est aussi, on verra ce mot par la suite, le véritable promoteur de ce qu'on appellera plus tard le matérialisme ou le naturalisme, par opposition au surnaturalisme, c'est-à-dire au recours à des explications de type surnaturaliste. Donc, le projet initial de la philosophie, et il se maintient chez tous les philosophes d'une manière ou d'une autre, même quand
polémique contre cela, c'est quand même ce qu'ils ont en tête au départ, c'est celui de penser, et peut-être même derrière, de vivre d'une façon rationnelle. Et c'est pourquoi le mot philosophie, d'ailleurs, dit beaucoup de choses de par son origine, son étymologie, puisqu'il associe deux mots grecs, philo ou philein, le verbe philein qui signifie aimer, et sophia, qui signifie tout à la fois la sagesse et la science. Et donc le projet philosophique, c'est de vivre rationnellement, c'est-à-dire de faire en sorte que nos actions soient fondées, que notre pensée soit fondée, et que l'on ne se laisse plus seulement guider par les coutumes, par les traditions, par la foi religieuse, et d'autres choses de ce genre. Ce qui est intéressant aussi, c'est donc de remarquer que, premièrement, la philosophie apparaît en lien avec l'émergence des premières sciences, notamment les mathématiques et les balbutiements de la physique, en quelque sorte, mais également qu'elle apparaît à une époque où les cités grecques, les unes après les autres, comment dirais-je, travaillent, labourent le concept de citoyenneté. Alors ce ne sont pas forcément des démocraties au sens moderne du terme, on est loin de l'idée d'un suffrage universel total, puisque les femmes partout seront toujours exclues de cette démocratie, puisqu'il y a des esclaves dans les cités grecques. Mais en tout cas, pour ce qui concerne les hommes libres, eh bien, c'est l'idée qu'ils ne doivent pas être dirigés du dehors, qu'ils doivent se diriger eux-mêmes. Et pour se diriger eux-mêmes, eh bien, il leur faut faire usage de leur raison, car quel autre moyen avons-nous pour trouver une orientation à notre vie? Donc le projet philosophique naît au confluent, en quelque sorte, ou à la confluence, si vous préférez, de cette émergence des premières sciences. Ça, c'est l'aile, en quelque sorte, épistémologique de la philosophie, et d'un tâtonnement démocratique, d'un premier tâtonnement démocratique, qui interpelle les hommes donc, sur leur capacité à l'autonomie, à l'affranchissement, à l'émancipation. C'est aussi, on n'est pas loin de l'époque où les cités grecques vont affronter, à travers les guerres médiques, donc la tentative d'asservissement qui va venir de l'empire perse voisin, et où va germer un slogan qui retentit encore de nos jours, y compris pour nous marxistes et pour nous révolutionnaires, de façon générale, puisque les combattants de Marathon sont partis au combat avec pour devise « mieux vaut mourir libre que vivre esclave ». Donc bon, je crois que ça nous interpelle encore. La devise de la République française, née de la Révolution, c'était, quand on ne l'ampute pas de sa dernière partie, liberté, égalité, fraternité ou la mort. Et la devise des révolutionnaires modernes, si l'on suit celle de Fidel Castro, c'est la patrie ou la mort, le socialisme ou mourir, nous vaincrons. Donc on voit qu'on est quand même dans une certaine lignée qui est celle, je dirais d'une façon générale, si on veut résumer les choses, d'une ligne de recherche de la liberté, de l'émancipation humaine à travers la pensée rationnelle. Voilà l'essentiel, le cœur en quelque sorte du projet philosophique. Et on peut prendre la question un petit peu à l'envers, parce qu'on peut se demander aussi si on ne peut pas se passer de la philosophie. Et surtout si ce projet qui pouvait être celui de Thalès dans des âges lointains par rapport à nous, a encore du sens aujourd'hui, où il existe la science par exemple, la technique, et toutes sortes de choses de ce genre qui peuvent nous paraître comme étant de nature à écarter le projet philosophique. Je pense qu'on peut dire qu'il n'en est rien, que la première raison a été formulée en quelque sorte par Aristote, philosophe grec de l'Antiquité, lui aussi, quand il a fait observer que on ne peut pas ne pas faire de philosophie. Quand on n'en fait pas, on en fait sans le savoir et on en fait mal, en quelque sorte. Et il résume la chose en disant, s'il faut philosopher, alors il faut philosopher. S'il ne faut pas philosopher, il faut encore philosopher. S'il faut philosopher, je n'ai pas besoin de commenter, ça va de soi. Et la deuxième formule est évidemment ironique. Elle revient à dire que les gens qui refusent de faire de la philosophie se contredisent. Ils en font quand même, mais ils ne s'en rendent pas compte. Ils sont comme M. Jourdain, qui, dans Le bourgeois gentilhomme de Molière, faisait de la prose sans le savoir. Ce qui est évidemment ridicule. Et quand on ne sait pas ce qu'on fait, on a des chances de le faire plus mal que si l'on sait qu'on le fait, quelque part. Donc le choix véritable, et j'en viens ici, j'atterris un peu sur le marxisme contemporain, c'est celui de savoir si l'on participe
à une sorte de philosophie spontanée qui nous vient comme un écho, en quelque sorte, de la société, des rapports de force qui existent au niveau idéologique, des préjugés qui viennent de notre enfance, des préjugés qui peuvent être répandus par le milieu social et ainsi de suite. Bon, donc on en fait quand même, on ne s'en rend pas bien compte, mais des bribes de philosophie travaillent dans notre tête, des bribes de philosophie qui sont la plupart du temps amputées, mutilées, incohérentes entre elles. Hein. Et à ce moment-là, en fait, eh bien, on n'est pas libre. On n'est pas libre parce qu'on ne sait pas d'où on vient et où on va. Et c'est le philosophe italien Gramsci qui faisait remarquer que nous n'avons que l'alternative suivante devant nous, c'est celle de participer à cette mauvaise philosophie spontanée ou au contraire de philosopher consciemment. Et à ce moment-là, d'essayer, et chacun doit le faire pour lui-même, hein, de devenir en quelque sorte le maître de sa propre pensée, le maître de sa propre vie, de savoir d'où nous venons, où nous allons, et par conséquent de choisir nous-mêmes nos itinéraires, avec évidemment le risque permanent de l'erreur. Mais c'est aussi la beauté de la philosophie, c'est cette pensée libre qui s'exerce en vue de la liberté, librement et en vue de la liberté. Donc voilà un peu pourquoi il y a une nécessité de la philosophie. Pour atterrir directement sur une objection massive qui est faite à notre époque, on va nous dire qu'on n'a pas besoin de philosopher parce qu'il y a la science, ou on va nous dire qu'il ne faut pas philosopher, qu'on n'a plus besoin de philosopher parce qu'il faut être pragmatique. Ça, c'est le terme qui revient à toutes les sauces à notre époque. Lorsqu'un homme politique veut montrer qu'il est moderne, il dit plus d'idéologie, il faut être pragmatique. Et donc à partir de là, eh bien, dans la seconde qui suit, il vous sort un projet néolibéral visant à casser un acquis social quelconque. Alors, je réponds brièvement à ceci. D'abord que la science n'appelle pas ne destine pas la philosophie à la mort. Bien au contraire, sans entrer dans les détails, j'observe que quand on voit de grands scientifiques contemporains développer leur conception, que ce soit sur le terrain des mathématiques, de la physique, de la cosmologie, de la biologie, eh bien, très vite, on s'aperçoit, surtout si on a un peu l'oreille philosophique, comme on a l'oreille musicale, que, ils sont souvent des philosophes sans le savoir. Et que bien souvent, ils sont des philosophes en le sachant. Car plusieurs d'entre eux, et des plus grands, y compris des gens dont je ne vais pas citer les noms, je risquerais surtout d'en oublier, sont aujourd'hui de plus en plus philosophes. On sort du positivisme, de ce positivisme un peu mutilant qui a pu exister pendant des décennies, sous la domination de la bourgeoisie en place, qui disait aux scientifiques « tu ne dois pas faire de philosophie ». Voilà. En clair, ça voulait dire « toi, scientifique, garde-toi bien d'entrer sur le terrain de la philosophie, chasse gardée. Chasse gardée pour la bourgeoisie, chasse gardée pour les religions, etc., qui doivent donner le sens de l'existence. » Alors que la science ne cesse, dans toutes ses composantes, de nous indiquer, de nous donner des moyens d'accéder de façon plus intelligente au sens de nos activités, au sens de notre présence dans le monde, dans la nature, dans l'histoire, etc. Et que donc il faut savoir s'appuyer là-dessus. C'est donc un contresens, et même un contresens de plus en plus flagrant par rapport à la modernité, alors que les scientifiques d'un certain niveau sont tous attirés par la philosophie, et le disent de plus en plus, que de continuer à rabâcher comme un perroquet, que quand il y a la science, on n'a plus besoin de la philosophie. Ça, c'est ce que j'appelle le mauvais scientisme. Le scientisme. Hein. Je pense qu'il peut y avoir un scientisme plus intéressant d'ailleurs, mais enfin bon, je ne vais pas développer ça ici. Et quant au pragmatisme, il est tout bonnement, au sens vulgaire du terme, ridicule. Je ne parle pas du courant philosophique qu'on appelle le pragmatisme, car il y a un courant philosophique qui s'appelle le pragmatisme et qui a, comme tout courant philosophique, sa noblesse, hein, et ses capacités d'auto-justification. Je parle du pragmatisme vulgaire, celui qui revient chez les gens comme Trump, comme Macron, etc., qui ne cessent de dire qu'il faut être pragmatique, ce qui veut dire que plus d'idéologie, et quand ils veulent dire plus d'idéologie, ça veut dire plus d'idéologie de gauche, bien évidemment, plus d'idéologie progressiste. Mais en réalité, il n'est pas difficile, je fais confiance au lecteur, je ne développe pas, de voir que derrière ce pragmatisme affiché, il y a une idéologie, que ce pragmatisme est ridicule parce qu'il est lui-même une idéologie. Et qu'il illustre, comme à la parade, la phrase d'Aristote qui dit que s'il ne faut pas philosopher, il faut encore philosopher. Les gens qui ne veulent pas philosopher sont ceux qui expliquent
qu'il ne faut pas parler et qui parle pendant 1 heure pour expliquer qu'il ne faut pas parler et que le mutisme est une excellente chose et que le silence, rien de tel dans la vie. Et d'ailleurs, je vais vous démontrer encore une fois que c'est nécessaire. Bon, voilà, comme quand on dirait qu'il ne faut pas penser, qu'il ne faut pas raisonner, toutes choses qui se détruisent elles-mêmes en se formulant, en quelque sorte. En ce sens, la philosophie est nécessaire. Et nécessaire, ce dont le contraire est nécessaire, ceux dont, comment dire les choses simplement, ceux dont le contraire est impossible, si vous voulez. Si vous avez 2 voies sur une route, dont l'une est interdite, vous êtes obligé de passer par l'autre. Eh bien, en ce sens, la philosophie est nécessaire. Et ça ne signifie pas que nous soyons prisonniers de la philosophie. Ça signifie que notre liberté est au contraire liée à notre capacité à faire de la philosophie, et non pas à subir de la philosophie. Et c'est pour ça, et vraiment c'est mon dernier mot, que Kant, un grand philosophe allemand que j'admire beaucoup, disait qu'on ne peut pas apprendre la philosophie, qu'on peut seulement apprendre à philosopher. Car chacun est à lui-même son propre philosophe, si on peut dire. Est-ce que tu peux bien préciser quel est l'objet de la philosophie, en tant que discipline ayant son champ propre? Oui. À quoi s'intéresse la philosophie comme question générale? Et revenir aussi sur ce que tu disais à l'instant, c'est en quoi ce qui est opposé à la philosophie est impossible. Enfin, en quoi le fait de ne pas philosopher est impossible. Oui. Alors, concernant l'objet de la philosophie, première chose, un certain nombre de philosophes eux-mêmes ont été jusqu'à dire qu'il n'existait pas. C'est-à-dire que la philosophie n'avait pas d'objet propre, que seules, par exemple, les sciences avaient un objet, par exemple la biologie porte sur le vivant, la cosmologie sur l'univers, etc. Chaque science a son objet propre, en quelque sorte, et la philosophie n'aurait pas d'objet propre, en quelque sorte. Bon, cette manière de poser le problème est, à mon avis, erronée. La philosophie a bel et bien un objet qu'elle retravaille sans cesse. Et cet objet, eh bien, c'est Hegel d'une part, et c'est Engels, donc le cofondateur du marxisme, qui l'ont précisé chacun à sa façon. Pour m'en tenir à Engels, puisque nous parlons ici plutôt de philosophie marxiste, eh bien, Engels a précisé que la grande question qui travaille la philosophie depuis son origine jusqu'à nos jours, c'est celle des rapports entre la pensée et la réalité. Quand nous pensons quelque chose. Toute pensée est pensée de quelque chose. Et évidemment, la question se rencontre à tout instant de savoir quel est le rapport entre notre pensée et le réel. Ça, c'est la philosophie de la connaissance, la philosophie du savoir. Qu'est-ce que connaître, qu'est-ce que savoir? C'est aussi la question de savoir d'où vient notre pensée elle-même. Et quand nous voulons savoir d'où vient notre pensée, parce que c'est quand même un peu mystérieux, cette capacité qu'a l'homme de penser, hein, c'est pas forcément donné aux pierres, aux arbres, et ainsi de suite, eh bien, nous sommes bien obligés ici de nous poser la question du rapport, de la relation génétique en quelque sorte, entre la réalité extérieure, disons, pour faire vite, la nature, et notre pensée. Et là, eh bien, c'est la dimension proprement ontologique de la philosophie, c'est-à-dire qui porte sur l'être. En grec, onto, ça veut dire étant, logia, l'étude rationnelle. Donc la philosophie a cette dimension de ontologie rationnelle. Et elle fait appel, à ce moment-là, à toutes les sciences, précisément. Puisque, pour expliquer l'être humain, nous voyons bien, la riche palette produite par les sciences depuis maintenant au moins Galilée, disons, en gros, nous permet effectivement de nous repérer de plus en plus dans l'histoire de l'univers, dans l'histoire de la matière, des particules, tout ça. Bon, tout. On sait que même le monde n'a pas toujours comporté des atomes tels qu'on les connaît aujourd'hui, par exemple. Et ensuite, évidemment, l'histoire du vivant, ce qu'on appelle l'évolution, avec Darwin, et puis bien sûr l'histoire tout court, l'histoire de l'être humain en tant que porteur de culture, porteur de savoir, porteur de production, de technique, et ainsi de suite. Et donc, effectivement, il y a donc cet aspect. Et puis, enfin, dernière chose, l'objet de la philosophie, au sens où on peut employer le mot objet, quel est l'objet de votre activité, c'est-à-dire quel est votre champ d'action, votre horizon, en quelque sorte. Eh bien, c'est évidemment d'éclairer l'action. Quand j'agis, je peux le faire à courte vue, de façon myope, ou je peux le faire avec, au contraire, une large vision des choses, c'est-à-dire en connaissant les tenants et aboutissants de mes actions.
Et à ce moment-là, mon action sera éclairée. Mon action portera ce que les philosophes du XVIIIe siècle appelaient les Lumières. Et donc à ce moment-là, je serai réellement le sujet de mon action, et non pas simplement, comment dire, le porteur d'un segment d'une action qui me dépasse, et dont je ne comprends ni d'où elle vient, ni où elle va. Et donc le but final, au fond, de la philosophie, c'est d'éclairer le sens de ce que nous faisons, et de l'éclairer d'une façon rationnelle, parce que si nous n'éclairons pas le sens de notre action de façon rationnelle, nous l'abandonnons aux religions, ou à tout ce qui tient lieu de religion. Ce n'est pas que les religions, d'ailleurs, ne comportent aucun intérêt, elles ont été une première tentative d'expliquer globalement la présence de l'homme sur Terre et sa destination, en quelque sorte. Donc il ne s'agit pas de les mépriser, mais évidemment, à notre époque, il s'agit de profiter précisément de l'apport des sciences et de comprendre, d'ailleurs beaucoup de grands théologiens, religieux, etc. l'ont compris, qu'il faut prendre appui là-dessus. Un des fondateurs de la cosmologie contemporaine, c'était l'abbé Georges Lemaître, que j'admire beaucoup, qui était un théologien belge, et donc qui a été le premier à formuler ce qu'on a appelé par la suite la théorie du Big Bang, par exemple. Enfin, bon, ou Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin est un grand paléontologue qui a beaucoup travaillé donc, sur les origines de l'Homo sapiens. Et donc, c'était pour autant un jésuite. Bon, voilà. Et tous ces gens, déjà, disaient, bon, voilà, il faut quand même tirer profit des sciences, quoi. On ne peut pas continuer à penser comme si on était avant Galilée, Lavoisier, Darwin et quelques autres, quoi. Bon, voilà. Donc, le philosophe ici, à mon avis, le philosophe contemporain, doit beaucoup s'appuyer sur tout ce travail qui émerge des sciences, mais qui est fragmenté, puisque la pensée scientifique, surtout dans le monde scientifique, dans le monde capitaliste moderne, est en quelque sorte segmentée, que chacun fait de façon un peu aveugle ses recherches dans son propre domaine. Je dirais que par rapport justement aux sciences elles-mêmes, eh bien la philosophie est plus nécessaire que jamais. Sinon, c'est bien dommage, sinon chaque scientifique travaille en quelque sorte sur sa pièce de puzzle, mais il ne voit pas le tableau d'ensemble. Et évidemment, si vous êtes par exemple chargé de peindre une pièce de puzzle pour faire une image, en quelque sorte, vous la peindrez quand même un peu mieux si vous avez l'idée de l'emplacement que cette pièce de puzzle va avoir dans le tableau global que si vous ne le savez pas. Et donc les scientifiques eux-mêmes ont besoin de philosopher. Bien entendu, le philosophe en sens inverse a besoin de philosopher en prenant appui sur les acquis des sciences, sur les développements scientifiques. Dernière chose, effectivement, pour répondre à la question est-ce que la philosophie est véritablement nécessaire, par exemple dans la vie de tous les jours, et là je m'adresse en quelque sorte à l'auditeur qui n'a pas encore de culture philosophique, beaucoup d'entre eux peuvent se dire, après tout on peut parfaitement être heureux sans philosopher, pourquoi se casser la nénette, si l'on peut dire, en quelque sorte. Bon, on peut être heureux comme ça, bon, en profitant de la vie, et d'ailleurs certains d'entre vous diraient, en étant philosophe, et paf, on voit bien ici qu'on n'y échappe pas, d'une façon ou d'une autre. Car d'un homme qui prend la vie comme elle vient, qui est très heureux d'entendre les petits oiseaux, de voir un rayon de soleil à travers les branches d'arbres, et ainsi de suite, comme moi d'ailleurs, et comme la plupart des gens, eh bien on dira volontiers qu'il est philosophe. Donc on n'y coupe pas si facilement. Et simplement, donc il faut savoir ce qu'on entend par là. Sinon, eh bien on dit des mots et on ne comprend pas ce que l'on dit quand on le dit. Donc on n'est pas le sujet de ses propres actes. Au fond, si je résume les choses, le projet de la philosophie, c'est que, alors que nous sommes la plupart du temps objets de toutes sortes de choses, les humeurs de notre corps, nos maladies, les catastrophes qui peuvent survenir ici ou là, et puis au niveau social, les guerres, la surexploitation, la misère, toutes sortes de choses comme ça, eh bien devenir sujet réellement, sujet de notre vie, et donc devenir des êtres libres. Est-ce que tu peux redévelopper un peu sur le fait que le contraire de la philosophie est impossible? Parce que ça, je trouve ça vraiment intéressant pour prouver sa nécessité, quoi. Voilà, alors parce que le mot nécessaire dans la vie courante a plusieurs sens. Est nécessaire ce sans quoi je meurs. Bon, par exemple, si j'arrête de respirer, ou si j'arrête de m'alimenter. Bon, ça c'est la nécessité physique, en quelque sorte. Et puis il y a ce qu'on appelle la nécessité logique.
hein. La nécessité logique, c'est ce que le philosophe allemand Leibniz, le plus grand philosophe, je le dis au passage avec un sourire, le plus grand philosophe de langue française, à mon avis. Il n'était pas forcément français, c'est assez rigolo, parce qu'il a écrit quelques textes majeurs en français. Et donc Leibniz disait qu'est nécessaire ce dont le contraire est impossible, ce dont le contraire implique contradiction. Si vous empruntez une voie qui se détruit elle-même, hein, si donc vous entrez sur un chemin qui, par exemple, est piégé, est miné, eh ben vous allez vous tuer, hein, quelque part. Donc cette voie est impossible. Et ça signifie que donc seule l'autre voie est ouverte, réellement. Et donc est nécessaire ce dont le contraire est impossible. Les deux choses marchent ensemble. Et pour la philosophie, on peut le montrer sur toutes sortes de sujets. Hein. Par exemple, si je m'adresse à des personnes qui seraient croyantes, certains pourraient penser qu'après tout, le sens de la vie, on n'a pas à le chercher dans la philosophie. Il est donné dans les textes religieux. Dieu nous a parlé, la révélation, etc. Eh bien, donc on peut se contenter de ça. Eh bien, on peut montrer très facilement que cette voie elle-même est piégée et que son contraire est nécessaire et qu'il faut philosopher, y compris sur la religion. Et que ce sont d'ailleurs les religieux eux-mêmes qui ont été obligés petit à petit de le faire. Par exemple, quand le christianisme a été créé petit à petit, il n'est pas sorti comme ça d'un coup avec tous ces commandements, les articles de foi et ainsi de suite, pour élaborer le credo que récitent les catholiques, ou les protestants, etc., ou les orthodoxes. Il a fallu des siècles pour que les chrétiens se mettent d'accord entre eux. Il y a eu des conciles pour préciser ce qu'on entendait par Dieu, la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Formaient-ils une seule et même nature, une seule personne, ou bien y en avait-il trois? S'il y en avait trois, comment pouvait-elle tenir à un seul, en quelque sorte, hein? Donc, comme certaines particules, dit-on. Eh bien, il a fallu beaucoup de réflexion. Et d'ailleurs, au Moyen-Âge, par exemple, tout un courant qu'on a appelé la scolastique, qui a été développé par de grands théologiens reconnus, par exemple par l'Église catholique, comme saint Thomas d'Aquin, ont produit, par exemple saint Thomas d'Aquin a produit une somme, ce qu'on appelait avec un S majuscule la somme théologique, et bon, qui est extrêmement intéressante, même si on ne partage pas les tenants et aboutissants, mais tous les chemins, tous les méandres de cette somme sont toujours intéressants pour qui veut explorer tous les chemins, voir ceux qui mènent quelque part et ceux qui ne mènent nulle part. Et donc, bon, philosopher est nécessaire en ce sens que si l'on dit « je ne veux pas faire de philosophie parce que je veux être heureux sans réfléchir », bon, eh bien on s'aperçoit, comme je viens de le montrer il y a 5 minutes, que ça ne tient pas. Si l'on dit « je veux croire, mais je ne veux pas aller plus loin que ça », bah oui, mais tu crois en quoi? Et qu'est-ce que tu entends par croire, d'ailleurs, à vrai dire? Et ainsi de suite, et on s'aperçoit que, en fait, beaucoup de gens récitent des choses qu'ils ne comprennent pas, et que c'est quand même absurde de croire quelque chose qu'on ne comprend pas. Hein. Bon, voilà, donc, il faut philosopher. S'il ne faut pas philosopher, c'est exactement ce que dit au départ Aristote. Donc, en fait, en gros, la philosophie ne s'impose pas du dehors. On ne dit pas, tiens, voilà, vous entrez en classe terminale, donc vous allez faire de la philosophie, parce que c'est au programme. Bon, du point de vue institutionnel, c'est bien comme ça que ça se présente. Mais le professeur de philosophie, il doit, dès le début de l'année, montrer à ses élèves, et c'est ce que je faisais quand j'étais en activité, que, ben non, le philosopher, pas la philosophie au fond, le philosopher, ER à la fin, l'acte de philosopher, est en quelque sorte une nécessité qui est d'une part, comment dirais-je, vitale, parce qu'à certains moments, au fond, si on ne comprend pas ce que l'on fait en tant qu'être social, eh ben on va par exemple suivre Adolf Hitler, ou des choses comme ça, qui sont suicidaires. Et donc là, à plus ou moins court terme, on va vers l'anéantissement, soit bon, nécessaire au sens logique, comme je viens de le montrer, c'est-à-dire que on se dit des choses qui ne tiennent pas debout. Hein. Quand on dit je crois sans vouloir comprendre ce que je dis quand je dis je crois, on dit quelque chose qui est absurde, parce que qu'est-ce qu'on croit d'ailleurs? Il faut au moins savoir qu'on croit. Quand on croit, il faut le savoir, il faut l'établir. Est-ce que tu crois vraiment? Tu es sûr que tu crois? Es-tu si certain que ça que tu crois? Et même, est-ce que tu ne crois pas que tu crois? Je ne fais pas d'amusette logique en disant ça. Après tout, le croyant, s'il est un peu sérieux, se pose cette question. Et sinon, c'est, comme dit Georges Brassens, c'est la foi du charbonnier qui est heureux comme un pape et con comme un panier.
Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur la question fondamentale de la philosophie, donc l'opposition entre matérialisme et idéalisme. Voilà, comment cette question s'est un peu posée historiquement et quelles sont les deux approches et les principales différences, etc. quoi. Oui, alors, l'une des raisons pour lesquelles je trouve, à contre-courant, y compris de beaucoup de marxistes, entre guillemets, qu'Engels, Friedrich Engels, hein, le meilleur ami de Marx, est un grand philosophe, hein, et je me suis battu pendant ma carrière pour le faire admettre dans la liste des philosophes classiques, et pour finir, ça a été le cas, hein, eh bien, c'est que Engels a été le premier à clarifier véritablement cette question fondamentale de la philosophie. Et donc à faire en sorte que les philosophes eux-mêmes voient clairement ce qu'ils font. Parce qu'il ne faut pas s'imaginer pour autant, il ne faut pas avoir une représentation élitiste de la philosophie, en se disant, bon, alors il y a le peuple vulgaire qui ne sait pas ce qu'il fait, qui ne sait pas ce qu'il pense, et puis il y a les philosophes qui, eux, savent. Hein. Les philosophes tâtonnent, comme tout le monde, et donc ils bricolent, quelque part. Et bon, ils peuvent très bien travailler sur l'objet de la philosophie pendant même des siècles, sans avoir totalement précisé ce qu'était cet objet. Comme, bon, je peux très bien travailler à l'intérieur de mon champ de vision, mais c'est seulement si je vais chez l'ophtalmologiste que je vais connaître mon champ de vision réel, que je vais voir si je vois enfin, l'ouverture de l'angle, en quelque sorte, qui est celui de ma vision. Eh bien, donc Engels, c'est l'ophtalmologiste, quelque part. C'est celui qui, revenant sur des siècles d'histoire de philosophie, même des millénaires, hein, puisque ça part de Thalès, en gros, pour ce qui est de la tradition européenne, eh bien, va montrer que ça tourne toujours, d'une manière ou d'une autre, autour de la question qu'est-ce qui est premier dans l'ordre de la connaissance, mais aussi dans l'ordre de l'existence. L'ordre de la connaissance, c'est la gnoséologie, étude de la connaissance. Gnoséologie, c'est deux mots grecs, il ne faut pas être impressionné par ça. Gnosis, qui veut dire la connaissance, logia, l'étude. Bon, qu'est-ce qui est premier, de la nature ou de la pensée? Qu'est-ce qui est premier dans l'ordre de l'existence aussi? Bon, est-ce que d'abord il y a eu la pensée? Par exemple, Dieu, dans son nuage, hein, qui a conçu le monde, qui a pensé très fort, hein, et qui d'un seul coup a fait sortir de sa tête, en quelque sorte, le monde matériel avec ce qu'on voit autour de nous, les pierres, les nuages, le soleil, etc. Bon, ou bien est-ce que c'est l'inverse? Alors, Engels nous indique que selon qu'on dit, selon que l'on s'oriente plutôt, disons, du nord vers le sud ou du sud vers le nord, selon qu'on dit que c'est d'abord la pensée, ou que c'est d'abord la matière, la nature si l'on préfère, qui est au point de départ, qu'il faut placer au point de départ, qui existe par elle-même, qui est un absolu. Ne soyez pas effrayés par le mot absolu, hein, c'est-à-dire qui existe par soi. On va dire, à ce moment-là, qu'on est soit idéaliste, soit matérialiste. Bon, alors idéaliste, le mot n'est pas très bon d'ailleurs. En toute logique, il faudrait dire idéiste. Idéiste. Parce que idéalisme, ça renvoie aussi dans la vie courante au fait d'avoir de grands idéaux. Et je suis idéaliste en ce sens. J'ai un idéal, je suis communiste, j'ai un idéal communiste. D'ailleurs, Lénine disait qu'il fallait rêver. Lénine disait qu'il fallait rêver, et c'était un grand rêveur, et donc il n'est pas le seul à le dire. Hein. La psychologie, la psychanalyse, et ainsi de suite, nous indique que si vous ne rêvez pas pendant plusieurs nuits d'affilée, vous mourrez. Hein. C'est vital de rêver. Bon, alors, donc, mettons de côté ce mot, mettons de côté pour la sonorité ordinaire du mot idéalisme. Avoir des idéaux. Il ne s'agit pas de ça. Hein. Les idéalistes, que moi j'appellerais plutôt les idéistes, mais bon, je me plie à la tradition et je dis idéaliste comme tout le monde, ce sont ceux qui vont dire que la pensée vient d'abord, que l'idée, hein, si vous voulez, vient d'abord. Ça renvoie à Platon. Hein, c'est Platon qui, le premier, va développer cette conception selon laquelle les choses sont le produit de concepts, d'idées. Qu'en quelque sorte, il y a d'abord, par exemple, l'idée du triangle, que conçoit le géomètre. Platon, c'est un mathématicien. Hein. Et donc, il voit que dans les choses, il y a des rapports numériques, qu'il y a des rapports de longueur, par exemple, que, bon, on peut calculer la longueur de l'hypoténuse en fonction du carré des deux autres côtés, théorème de Pythagore, le théorème de Thalès, on en a parlé tout à l'heure, il y en a bien d'autres. Bon, et donc, lui, il dit, les idées sont à la source des choses. Quand on regarde bien, ce qu'on voit, ce qu'on touche, etc., tout ça,
c'est second, et même c'est trompeur, parce que bon, nos sens ne sont pas très fiables, ils sont juste comme ça pour bricoler un peu dans la vie, mais quand on regarde les choses plus en profondeur, il faut faire des maths, comme la science le montre encore aujourd'hui. C'est pas bête ce que dit Platon, pas du tout. Hein. Plus on avance dans le domaine scientifique, plus on voit l'importance des mathématiques. Donc là, on sera idéaliste ou idéiste, et on dira que la pensée, les idées, sont à la source profonde des choses. Et que, comme Pythagore le disait encore plus clairement, les nombres gouvernent le monde. Derrière, quand on fait de la musique, on ne s'en rend pas compte, mais ce sont des rapports numériques. Il y a des octaves, il y a des tierces, il y a des quartes, etc., des choses comme ça, des dièses, des bémols. La théorie de la musique est très mathématique, à un sens. Hein. Mais la plupart des gens ne se rendent pas compte de ça, parce que quand on écoute de la musique, ce sont nos sens. Oui, mais derrière, le compositeur qui, lui, a fabriqué l'œuvre, a pensé. Alors, la pensée matérialiste part plutôt de l'orientation opposée, et va dire, oui d'accord, mais cette pensée elle-même, d'où sort-elle? Et cette pensée elle-même, eh bien, aujourd'hui, nous pouvons dire, avec quelques certitudes, parce que nous avons, par exemple, à notre disposition, cette merveille qu'on appelle la neurologie, et qui progresse tous les jours, les neurosciences, par exemple, à notre époque, que, voilà, elle est liée à une certaine activité qu'on appelle l'activité neuronale, ou cérébrale. Lisons, par exemple, le livre de Jean-Pierre Changeux, grand neuroscientifique français contemporain, qui s'appelle L'homme neuronal, et que, bon, on peut repérer des trajectoires, disons, matérielles dans le cerveau des hommes qui correspondent à la production de telle ou telle idée. Quand nous voyons, quand nous imaginons, quand nous remémorons, nous faisons appel à des circuits neuronaux. Et donc le matérialiste va dire, écoutez, si vous imaginez que ces idées, elles naissent toutes seules, elles se promènent comme ça, et qu'ensuite elles s'incarnent dans les choses, vous êtes un peu naïf, vous avez une pensée finalement magique. Qu'est-ce que c'est que la pensée magique? C'est que on pense très fort quelque chose, on dit abracadabra, et hop, la chose apparaît, le petit lapin sort du chapeau. Mais le matérialiste, lui, il n'est pas magicien, il est prestidigitateur. C'est-à-dire qu'il vous dit, ah ouais, vous voyez le lapin sortir du chapeau, moi je vous dis qu'il y a un truc, X, en quelque sorte, comme diraient les mathématiciens, le X des mathématiciens, c'est le truc du prestidigitateur, et que si le lapin est dans le chapeau, c'est parce qu'on l'y a mis, quelque part. Donc il va falloir suivre la trajectoire d'un bout à l'autre, qui fait que le petit lapin blanc sort du chapeau noir. Voilà, donc à partir de là, les deux orientations sont tracées. La première orientation, vous voyez bien, donc il y a au départ un objet de la philosophie. Quel est le rapport entre l'esprit et la nature, entre le sujet qui pense et l'objet qui est pensé? Bon, ça c'est commun à tous les philosophes, d'une manière ou d'une autre. Et après, on peut prendre un trajet plutôt que l'autre. On peut dévaler du sud au nord ou du nord au sud, en quelque sorte. Les philosophes idéalistes ont donc le premier trajet, ils vont de la pensée vers les choses. Les philosophes matérialistes suivent le trajet opposé. Et donc à partir de là, j'ai peut-être donné l'impression de les renvoyer dos à dos, parce que je ne voulais pas présenter l'idéalisme que sur certains plans je combats, de façon, comment dire, caricaturale. Je veux lui rendre sa noblesse, en quelque sorte. Et Lénine disait que le matérialisme intelligent est plus proche de l'idéalisme intelligent que du matérialisme bête. Donc, vive l'idéalisme intelligent. Lisez Platon, lisez Descartes, lisez Hegel, si vous avez l'occasion, et lisez Kant, tous ces philosophes, qui sont d'immenses philosophes, sont des idéalistes. Vive eux, quelque part. Bon, et on ne devient pas un véritable marxiste si on contourne tous ces gens-là. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut dire amen. Et donc, qu'on se rend bien compte qu'on peut court-circuiter le progrès des sciences. Le matérialiste, et ici je fais référence d'une part aux matérialistes de l'Antiquité, aux gens comme Démocrite, le premier auteur de la théorie des atomes, le premier qui a dit que quand on va au fond des choses, on doit pouvoir trouver qu'il y a dans la nature des atomes et du vide, et qu'avec tout ça, on doit pouvoir fabriquer un monde. Et qu'on n'a pas besoin du bon Dieu pour le fabriquer. Les atomes se débrouillent tout seuls. Ça, ce sont des matérialistes. Et puis ensuite, pour vraiment balayer l'histoire de la philosophie de façon un peu sauvage, je dirais, je pense à un deuxième grand moment de la philosophie matérialiste, qui a été le XVIIIe siècle, avec notamment notre Denis Diderot, qui a écrit par exemple Le Rêve de D'Alembert. Le Rêve de D'Alembert, tout le monde peut le lire, puis c'est un merveilleux texte littéraire. Diderot se trouve être à la fois un grand philosophe et un grand
écrivain. Hein. Et donc, bon, c'est un texte plaisant, même amusant, je dirais, quelque part. Et bon, Diderot nous explique que, oui, d'accord, bon, la pensée humaine, c'est une merveille, mais elle sort d'où? Et donc, on voit bien que chez Diderot, par exemple, il y a une pensée de l'évolution. Il n'est pas encore darwinien, il n'y a pas encore chez lui la théorie de la sélection naturelle ou des choses comme ça. Il ne faut pas ici mettre la charrue avant les bœufs, si on peut dire. Mais bon, il nous dit, derrière cette présence de la pensée humaine, il y a l'évolution des espèces, l'évolution des corps vivants. Et elle-même, elle prend place dans l'évolution générale de la matière, y compris quand elle n'est pas vivante. Et donc la dernière période, la dernière grande période dans laquelle nous sommes encore, c'est celle qui a été ouverte par Marx et Engels eux-mêmes, qui ont ajouté en quelque sorte à l'édifice du matérialisme, qui se construisait peu à peu depuis l'Antiquité, depuis Thalès, depuis Démocrite, depuis le XVIIIe siècle, avec bon, toute cette pensée sur le corps humain comme producteur de pensée. Et donc Marx et Engels vont ajouter ce qu'on appelle le matérialisme historique, c'est-à-dire le fait qu'on peut comprendre l'histoire humaine de manière matérialiste, non pas en disant que bon, les hommes pensent ceci, les hommes pensent cela, on ne sait pas trop pourquoi, et qu'à travers cela, eh bien, ça donne naissance à des phénomènes comme la Révolution française, la Réforme protestante, la contre-révolution au XXe siècle, je ne sais trop quoi, ou le nazisme, enfin tout ce que vous voudrez. On ne sait pas trop pourquoi, ça prend dans la tête des individus. Marx et Engels expliquent que les idées elles-mêmes sont ancrées dans le développement matériel de l'humanité, que l'acte fondateur de l'humanité, ce qui fait que nous sommes des êtres humains, c'est que, bien que tant au départ des animaux, ni plus ni moins que les autres, et le restant pour une part, hein, nous sommes tous quand même encore des animaux, eh bien nous avons été amenés par notre évolution naturelle à devenir des producteurs, des travailleurs. Nous avons fabriqué des outils, nous avons accumulé des techniques, nous nous les sommes transmis depuis des millénaires, hein, ça s'appelle l'héritage, et nous avons accumulé toutes sortes de choses de ce genre. Et donc, effectivement, il y a des moyens de production de plus en plus impressionnants. La question est donc que nous évoluons là-dedans, que nos idées ne sortent pas du néant, qu'elles viennent de nos pratiques, que nos pratiques elles-mêmes viennent des moyens de production que nous avons à une certaine époque. Tout ça, ça s'appelle le matérialisme historique. Et donc, ça permet de compléter le tableau général du matérialisme, de montrer qu'à notre époque, en prenant appui sur l'ensemble des sciences, c'est très important, hein, cette alliance de la philosophie matérialiste et des sciences, eh bien, nous pouvons dessiner une sorte de tableau général de l'évolution de la matière, à notre époque plus que jamais. Pensons à la cosmologie, pensons aux merveilles, je réemploie ce mot. Pas besoin d'aller chercher les merveilles dans le surnaturel. La nature est déjà par elle-même suffisamment merveilleuse, on peut rêver en matérialiste, si l'on peut dire, en quelque sorte. Hein. Et donc, aujourd'hui, penser que, par exemple, le télescope orbital JUST, qui a été lancé il y a quelques années, nous permet de voir dans l'infrarouge des galaxies qui sont vieilles de 13 milliards d'années et plus, qui se rapprochent donc de la phase initiale de ce qu'on appelle le Big Bang, hein, qui ne veut pas dire la création, soit dit en passant. Enfin bref, et donc qu'on peut dessiner petit à petit, même si aujourd'hui c'est extraordinairement fragmentaire, une histoire de l'univers. Et dans cette histoire de l'univers, une histoire des atomes, des particules, une histoire des molécules, une histoire par la suite des macromolécules qui vont permettre l'apparition du vivant. Est-ce qu'elles viennent uniquement du sol terrestre? Est-ce qu'elles n'ont pas en partie été apportées par exemple par les comètes, hein, des choses comme ça? Et puis ensuite l'évolution du vivant lui-même avec toutes sortes d'embranchements. Je ne dis pas que l'homme est le pilier de l'aboutissement de la création, mais enfin bref, qui ont permis l'apparition d'un être qui est capable, par ses conditions naturelles d'existence, de ne plus simplement être un objet de la nature, mais quelque part de la surplomber. Pas pour des raisons surnaturelles, c'est pas une surnature tombée du ciel, c'est une surnature sortie du sol, plutôt, qui permettent aux hommes de transformer petit à petit leur environnement de façon extrêmement importante, ce que font un peu les animaux, mais ce que font énormément les humains, pour le meilleur ou pour le pire, mais ça c'est une autre question. Alors je vais te poser une dernière question dans le cadre de ce premier épisode. Donc tu parlais justement de l'apport de Marx et Engels au courant matérialiste et à son développement.
Et du coup, ce que disent certains marxistes, c'est que Marx et Engels prétendaient mettre fin à la philosophie, et que justement, toute la première partie de leur œuvre, c'est de dire que il faut étudier l'histoire, il faut étudier l'économie, et que en fait, ils ont mis un terme à la philosophie d'une certaine façon, quoi. Oui, oui. Et que du coup, ce qui compte, c'est la praxis révolutionnaire, etc., et qu'on n'a plus besoin de philosophie. Alors qu'est-ce que tu penses de ça? Ça renvoie aussi à ce qu'a pu dire Althusser, ou à ce que disent certains positivistes, comme quoi il suffirait d'étudier le monde tel qu'il existe, de façon positive, etc., et qu'on n'a plus besoin de la philosophie d'une certaine façon. Oui, oui, effectivement, c'est dans l'air du temps, je dirais, et il est un peu triste qu'on attribue cette pensée comme étant la pensée dernière de Marx et d'Engels, alors que c'est une étape de leur pensée. Il faut avoir conscience que quand on lit les textes marxistes, je m'adresse surtout aux jeunes marxistes en herbe, si l'on peut dire, ils ont une histoire. Marx et Engels ne sont pas nés marxistes. Hein, ils ne se sont pas dit, tiens, voilà, on apparaît, et hop, ça y est, le marxisme, le léninisme, le matérialisme dialectique. Non, c'est une conquête. Les textes de Marx et d'Engels sont de plus en plus matérialistes, de plus en plus dialectiques, et ainsi de suite. Mais il y a des ruptures aussi dans leur évolution. Et donc il faut aussi avoir conscience que ce sont des humains, fussent-ils géniaux, et donc comme tout humain, ils ont tâtonné. Et donc effectivement, dans l'idéologie allemande, par exemple, qui est le grand texte fondateur du matérialisme historique, 1845-46, eh bien, il y a une polémique contre la philosophie, hein, et qu'il faut, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, il s'agit maintenant de le transformer. C'est une des pensée qui clôt les fameuses thèses sur Feuerbach qui sont de la même époque et qu'a écrite Marx. Et donc, en fait, oui, à leur époque, c'est quoi la philosophie? Quand on étudie la philosophie, qu'on est un jeune intellectuel comme Marx, qu'on devient docteur en philosophie, eh bien, c'est l'étude principalement des auteurs classiques grecs, et parmi eux principalement de Platon et d'Aristote, que Marx admirait, des philosophes allemands, notamment la grande tradition qui va de Leibniz à Hegel, en passant par Kant. Et bon, cette philosophie, elle est massivement, pour des raisons diverses et variées, dominée par l'idéalisme, par le courant idéalisme. Autrement dit, pratiquement, à cette époque, étudier la philosophie, c'est étudier l'idéalisme. Et donc, la première impression qu'on peut avoir, c'est que quand on veut sortir, comme c'était leur cas, de l'idéalisme, il faut du même coup sortir de la philosophie. Et leur intention étant, d'une part, de se tourner vers l'action révolutionnaire, d'autre part, de fonder la science de l'histoire pour permettre aux acteurs révolutionnaires, et notamment aux militants du mouvement ouvrier, de disposer d'une boussole pour s'orienter concrètement dans leur activité révolutionnaire. Voilà les deux objets qu'ils visent. Du coup, ils ont très légitimement l'idée qu'il faut rompre avec la philosophie. Et on va retrouver ça jusqu'à la fin de la vie d'Engels, d'ailleurs, parce que même dans certains textes, le mot « la philosophie » est péjoratif. Alors qu'Engels est par ailleurs un philosophe, un grand philosophe. Marx aussi. Et il y a une tension à ce sujet. C'est une tension qui est liée à l'emploi des mots, parce que lorsqu'un mot est trop chargé, qu'il est trop récupéré par l'adversaire, certains ont tendance à le sacrifier, à l'abandonner. Et Marx et Engels sont, comme tout un chacun, étaient tentés par ça. Mais il y a une autre orientation qui germe petit à petit. Ils sont trop intelligents l'un et l'autre pour ne pas se rendre compte que lorsqu'ils disent, par exemple, tout ce que je viens de dire, c'est pas de la physique, c'est pas des mathématiques ce que je viens de dire, c'est pas de la biologie, c'est quoi alors? Et bon, pendant que je développe pendant une heure qu'il faut développer autre chose que la philosophie y en a marre, etc., etc., je ne suis pas en train de faire autre chose que de la philosophie, fût-ce de la philosophie contre la philosophie. Et en réalité, ce que je suis en train de faire, c'est de, comment dirais-je, créer l'espace pour une philosophie matérialiste conséquente, qui soit conséquente, qui aille de A à Z sur le terrain du matérialisme. Et à ce moment-là, je suis bien obligé, effectivement, de considérer qu'il y a philosophie et philosophie. Que c'est un peu comme, par exemple, sur la question, faut-il faire de la politique? Je crois que ça se ressemble beaucoup. Et vous aurez des tas de gens qui disent « Oh non, il ne faut pas faire de la politique parce que petit A, petit B, petit C, tous pourris. » Enfin bref, on connaît un peu ce genre de chanson. Et puis en général, ça aboutit « Bon, on va quand même essayer de voter pour la bonne. » Et la bonne, c'est Marine Le Pen. Et comme par hasard,
effectivement, quand on dit des trucs de ce style, il ne faut plus faire de politique. Et hop, on fait en réalité la plus mauvaise politique qui soit, eh bien on arrive à la même idée que quand on dit qu'il ne faut plus faire de philosophie, et on arrive à la pire philosophie qui soit, c'est-à-dire à celle qui consiste à philosopher sans s'en rendre compte. Hein. Et bon, donc Marx et Engels étaient beaucoup trop intelligents pour en rester là. Et donc effectivement, de plus en plus, on voit que Marx va notamment déclarer qu'il faut relire Hegel de façon très précise, qu'il faut s'appuyer sur l'histoire de la philosophie, qu'il faut s'appuyer sur Aristote. Même dans le Capital, où Marx fait de l'économie, et bon, là, c'est pas un ouvrage de philosophie, le Capital, hein, c'est un ouvrage d'économie politique. Eh bien, sans cesse, il y a des références, soit explicites, soit implicites, à la philosophie, une utilisation notamment de ce qui est le plus précieux dans la production philosophique à travers les âges, c'est-à-dire de ce qu'on appelle la logique dialectique qui vient de Hegel. Ça, on ne peut pas lire le Capital sans que ça vous saute à la figure toutes les 10 lignes, en quelque sorte. C'est un texte très dialecticien. Marx disait lui-même qu'il fallait que les marxistes écrivent une logique, une grande logique, non plus idéaliste comme l'avait fait Hegel, mais une logique matérialiste. C'est un travail philosophique. Ou alors, qu'on trouve un autre mot. Moi, je ne suis pas fétichiste des mots. Je ne défends pas le mot philosophie à tout prix. Trouvons-en un autre si on veut. Ça m'est égal. Mais en tout cas, il en faut un. Parce que c'est quand même pas de la physique, c'est quand même pas de la chimie, c'est quand même pas de l'astronomie ou de l'ethnologie. Hein, bon, c'est bien quelque chose qui est englobant, qui vise une logique globale, qui ne perd pas le fil de ce lien entre le sujet et l'objet. Et donc, j'ai suffisamment étudié pour ma part Auguste Comte, par exemple, le fondateur du positivisme, pour me rendre compte qu'effectivement, lui aussi, il commence par une polémique contre la philosophie, et pour finir, il produit la philosophie positiviste. Alors, elle a sa grandeur et ses étroitesses, beaucoup plus d'étroitesse d'ailleurs que de grandeur de mon point de vue, mais n'empêche qu'il produit bel et bien une philosophie. Il était trop intelligent lui aussi pour en rester à une vision simpliste des choses, et donc il est amené, comme les néopositivistes contemporains, comme toutes sortes de gens qui ont commencé par une polémique contre la philosophie, parce qu'ils sont d'abord frappés par les insuffisances, en quelque sorte, de la philosophie, et qui finalement se disent ce qui compte, ce n'est pas d'abandonner la philosophie, c'est de repérer le fil rouge, en quelque sorte, de son histoire, d'essayer de voir ce qui est inconséquent, ce qui ne va pas jusqu'au bout, ce qui n'est pas assez philosophique dans la philosophie, pour aller plus loin, et pour non pas l'opposer, ce qui est stupide finalement, à la science, à l'économie politique, à l'histoire, à la pratique révolutionnaire, mais au contraire pour nourrir toutes ces pratiques en leur donnant toute leur plénitude, et pour mieux les servir. Non pas pour faire en sorte que la phrase de Marx ne soit pas comprise de manière stupide. Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, il s'agit de le transformer, ce qui signifierait, bon, arrêtons de penser, agissons. Mais qu'est-ce que c'est qu'une action qui ne pense pas? Qu'est-ce que c'est qu'une action qui n'est pas claire sur les tenants et les aboutissants, sur ce qu'elle veut, sur ce qu'elle cherche en dernier lieu, et ainsi de suite, sur ses finalités globales? Bon, à ce moment-là, c'est de l'opportunisme pur, ou c'est tout simplement, effectivement, bon, de l'agitation, de la gesticulation. Si je lève 4 fois les bras, que je saute sur place en criant Ouba Ouba, comme le marsupilami l'a mis dans les textes de mon enfance, je n'agis pas. Ce n'est pas une action. Je remue sur place. C'est du bougisme. Et même le bougisme, c'est encore une sorte d'idéologie. C'est l'idée, il faut que ça bouge, il faut que ça bouge. Vous voyez bien que c'est stupide si on dit des choses comme ça. Si on ne sait pas pourquoi et vers quoi on veut bouger, et donc là, il faut d'une manière ou d'une autre faire de la politique dans le domaine politique, préciser les finalités qui sont les nôtres, et d'une façon plus globale, faire de la philosophie, savoir d'où vient l'homme, où il va, ce qu'on peut espérer, ce qu'il est stupide d'espérer dans l'état actuel des choses, ce qu'on peut savoir, ce qu'on ne peut peut-être pas savoir dans l'état actuel des choses, etc., etc. Là, appelons ça autrement que philosophie, si on veut. Hein, ça ne me gênera pas. Mais en tout cas, c'est une activité spécifique. C'est une culture spécifique et il ne faut pas la laisser perdre, d'autant plus que la bourgeoisie à notre époque, l'oligarchie, veut liquider, ça en tant que prof de philo retraité, je le dis aussi pour défendre mes collègues profs de philo actuellement, que la bourgeoisie actuelle voudrait bien au fond liquider purement et simplement l'enseignement de la philosophie en France. À quoi ça sert, etc. Bon voilà, faisons des choses utiles, sous-entendu utiles pour le capital. Et bien, quand on fait de la philosophie, c'est vrai qu'on perd du temps. On perd du temps pour le capital. Et bien tant mieux.
bonne conclusion. Du coup, je reviens sur ce que tu as évoqué. On développera plus amplement la question du positivisme dans un prochain épisode. Également la question du rapport entre Hegel et Marx, et notamment comment on peut garder la logique dialectique tout en développant une philosophie matérialiste. Et dans le prochain épisode, on parlera de l'évolution de la pensée rationaliste, du progrès de la pensée philosophique à travers l'histoire. Donc pour développer un peu de ce que tu as esquissé également aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour le prochain épisode.